Vous avez déjà trouvé ça cool de fumer, que ce soit en regardant une série, un film, en jouant à des jeux vidéo ou juste en faisant semblant quand il fait froid? Parce que moi, oui. Et si c'est le cas, bien joué. Vous venez de vous faire avoir par plus de 100 ans de matraquage publicitaire destiné à vous faire penser ça. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas seul, parce que d'après l'OMS, c'est ce qui pousse la moitié de la population à essayer de fumer au moins une fois au cours de sa vie. Pourtant, malgré sa popularité, l'industrie est confrontée à un problème de taille. De moins en moins de gens sont attirés par le tabac. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on fait quand un marché de cette ampleur sature? La réponse est simple, on agrandit le marché et on trouve de nouveaux clients ailleurs. D'abord en popularisant la cigarette électronique dans les années 2000, puis en créant une variante sans fumer. Mais c'est pas assez. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer de toucher le maximum de personnes tout en les rendant addicts? Le meilleur moyen, c'est de les initier dès le plus jeune âge. Voilà pourquoi, depuis quelques années, la puff fait un carton partout dans le monde et plus particulièrement en France. Mais on y reviendra un peu plus tard. Ce qui m'a poussé à écrire cette vidéo, c'est ça. Des mecs ont ressacré l'objet le plus addictif du monde. Une cigarette électronique greffée à un téléphone. Même si on ne peut pas encore installer TikTok dessus, le simple fait qu'il existe représente un danger considérable pour le futur. Mais je ne compte pas vous faire la morale, je compte faire bien mieux que ça. Je vais vous montrer comment une industrie essaie de nous manipuler depuis des décennies et à quel point elle est proche de réussir. Essayez d'être attentif car vous allez enfin comprendre comment les entreprises de la fumée tentent de nous rendre accros, avec quelle stratégie et à qui est-ce que ça profite. Restez bien jusqu'à la fin, vous risquez d'être surpris. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et avec tous ses produits exotiques dont le tabac. Quand il l'importe en Europe, c'est un succès fulgurant et le tabac devient très vite un symbole de richesse et de pouvoir parce qu'il coûte cher. Mais avec le temps et la mise en place du commerce triangulaire, le prix du tabac diminue et arrive auprès des classes populaires jusqu'à aujourd'hui. Tout ça nous amène dans les années 2000, où le monde découvre avec stupeur que la cigarette est dangereuse pour la santé. Du coup, les gens terrifiés cherchent à arrêter, mais ils n'y arrivent pas. Bah ouais, c'est pas aussi simple d'arrêter une habitude auquel ton corps est addict. Et pour pallier ce problème, en 2003, un pharmacien chinois qui venait de perdre son père atteint d'un cancer du poumon, décide de créer et de commercialiser une cigarette sans combustion, qu'on appelle aujourd'hui la cigarette électronique. L'objectif, aider les fumeurs à arrêter, mais elle a très vite été déviée de son but initial, et la CE est devenue une porte d'entrée vers le tabagisme. Mais heureusement, sa portée est restée limitée, elle n'a pas réussi à conquérir un large public et elle est restée nichée. Il y a donc une place à prendre et elle va être saisie. En 2019, deux Américains ont vu l'opportunité de concurrencer le marché des cigarettes électroniques. Pour eux, le modèle avait trois défauts principaux. De 1, c'est super complexe d'utilisation. Il faut gérer la recharge, le liquide et se déplacer jusqu'au shop. Bref, pas pratique. De 2, c'est pas accessible pour les débutants. Et de 3, bah c'est pas très stylé. Quand on voit des cigarettes électroniques chromées ou avec des têtes de mort, ça donne pas trop envie. Ils ont donc créé la puff, une cigarette électronique colorée à l'allure de bonbons avec des jeux de lumière et facile d'utilisation. Il est maintenant le temps de voir comment est-ce qu'ils font pour vendre leur poison. À l'origine, on ne savait pas vraiment que le tabac était cancérigène, donc il y avait des publicités classiques qui passaient à la télé, mais ça n'a pas duré, parce qu'en 1953, un scandale éclate. Des études ont officiellement montré que la cigarette joue un rôle majeur dans le développement du cancer du poumon, et ça devient la panique chez les fabricants. Comment ils s'en sont sortis? Ils ont nié, puis ils ont lancé une campagne ultra agressive pour semer le doute sur la véritable dangerosité du tabac. Et pour ça, ils ont fait appel aux personnes les plus respectées et écoutées de la planète, les médecins. Ils ont fait appel aux gardiens et responsables de la santé pour promouvoir leurs produits qu'ils savaient pertinemment dangereux et cancérigènes. Ils ont utilisé ce qu'on appelle en marketing l'appel à l'autorité. Ils se sont servis de l'image et de la réputation d'une autre personne pour vendre. Mais ça ne leur suffisait pas. C'est pas quelques pubs avec des médecins qui convaincront la population de continuer de fumer. Non, il faut viser plus haut. Ils ont fondé un centre de recherche nommé le CTR, Council for Tobacco Research, qui avait pour seul objectif de démonter toutes les études qui allaient à l'encontre de leurs intérêts. Ils ont balancé plus de 6000 articles scientifiques, tous faux, avec le seul objectif de tromper les gens et la justice. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait la justice? En 1994, les dirigeants des 7 plus grosses entreprises de tabac sont appelés à la barre par l'État américain. Et quand on leur dévoile ce pourquoi elles sont convoquées et accusées, voici ce qu'ils répondent. Nicotine is not addictive. I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll take that as a no. And I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. And I too believe that nicotine is not addictive. Ils nient, mais ça ne les sauvera pas, puisqu'ils sont condamnés à verser plus de 188 milliards de dollars à l'État américain. Fermer leur centre de recherche, ils ont interdiction de faire de la publicité. Mais ça ne semble pas trop les avoir déstabilisés, parce qu'en 2021, l'industrie du tabac représentait 694 milliards de dollars. Mais alors comment est-ce qu'ils ont fait pour survivre à ça? Ils ont utilisé le 7e art, et avec tout un tas de biais cognitifs qui poussent les personnes les plus vulnérables à imiter leurs idoles. Par exemple, quand vous voyez Brad Pitt s'allumer une clope avec autant de confiance, d'assurance et
qu'il réussit dans tout ce qu'il fait. Bah en vous, inconsciemment, ça déclenche de l'admiration. Et pour d'autres, ça peut même aller plus loin. Ils peuvent s'identifier au personnage et vouloir adopter son comportement. On joue sur vos biais cognitifs, notamment le biais d'identification. Et c'est la même chose dans Titanic. Quand Leonardo fume, ça donne envie aux spectateurs qui s'identifient de faire de même. Le pire, je pense que c'est pour Rose, parce que la cigarette représente la liberté, celle de pouvoir choisir l'amant et la vie dont elle rêve. La cigarette devient un symbole de force et d'émancipation féminine. On est clairement sur de la publicité déguisée, mais ça n'est jamais allé aussi loin que pour la puff. Il y en a pour tous les goûts. Vous aimez la fraise, il y en a. Vous aimez le chocolat, il y en a. Vous avez compris, on est sur un produit qui vise le grand public. Mais ses créateurs ne sont pas arrêtés là. Dans l'histoire, on a déjà eu des cigarettes au chocolat, à la menthe et au whisky. Et puis on a eu la CE qui permet de choisir son goût. Non, pour se différencier, il faut autre chose. Qu'est-ce qui différencie ce jus d'orange de celui-là? Le packaging. Celui de gauche vous donnera plus envie que celui de droite. Et c'est exactement pareil pour la puff. Elles sont colorées, assez discrètes et elles peuvent faire de la lumière. Ce design est parfait. Il a conquis le cœur des jeunes adultes, mais aussi et surtout celui des enfants, qui sont clairement la cible de ces produits. Mais un produit sans marketing, c'est comme un Bernard l'ermite sans coquille. Il peut s'en sortir seul, mais il n'ira pas très loin. Et la coquille de la puff, c'est TikTok. On est sur du marketing viral. En utilisant les réseaux sociaux, ils ont pu toucher un maximum de personnes, dont les jeunes qui sont en majorité sur ces applis. Et à la différence d'une personne qui veut ressembler à Thomas Shelby, sur TikTok, les personnes sont réelles. Et les plus jeunes veulent ressembler à leurs influenceurs. Quand ils les voient fumer, ils se disent que s'ils fument, ils se rapprocheront un peu plus de leurs idoles. Mais ce n'est pas le pire, parce qu'à la manière de Red Bull, la puff est devenue l'objet incontournable des soirées. Et tout comme boire et s'arracher est devenu stylé, la puff l'est aussi. En plus, elle fait de la lumière, c'est cool. Et puis fumer à l'intérieur n'est plus un problème, parce que ça sent l'ice tea et pas le tabac. C'est cette aura qui a permis à la puff de s'exporter dans la rue, dans les lycées et même devant les collèges. La puff est en quelque sorte devenue l'objet cool qu'il faut absolument avoir. Elle représente un objet d'appartenance à un groupe de pairs. On est encore sur du marketing de tribu. Je n'y mets aucun jugement de valeur, mais est-ce que vous connaissez ne serait-ce qu'une seule marque de puff? Personnellement, non. On est sur un produit qui s'est plus développé grâce à l'image qu'on projette sur lui que pour ce qu'il est vraiment. On parle d'un produit aux allures de bonbons, marketé comme moins dangereux, qui sent bon, mais qui va détruire la vie de millions de personnes. Ils ont réussi à contourner la peur du danger et de la mort par la reconnaissance et la pression sociale. Mais rejeter la faute seulement sur les autres serait une erreur, parce que nous sommes responsables de nos décisions. D'ailleurs, une des raisons qui nous pousse à braver les interdictions et les mises en garde vis-à-vis de ces produits, c'est notre rapport au danger. C'est ce qui nous pousse à faire des sonnettes parties alors qu'on sait que c'est débile. C'est ce qui nous incite à accélérer sur l'autoroute, comme ce qui nous donne envie de faire de l'urbex ou de se cacher sous la couette pour jouer à la console. C'est lié à l'adrénaline. Et cette excitation libère de la dopamine dans notre cerveau qui nous permet de nous sentir exister. Et vous savez ce qui, moi, me ferait sentir exister? Ça serait que vous vous abonniez, merci à ceux qui le feront. Je m'étais arrêté sur l'adrénaline. Sachez que ce phénomène est encore plus présent à l'adolescence. Un des slogans les plus rabâchés par l'industrie du tabac, c'est « fumer est une décision d'adulte ». Ils l'ont bien compris. En titillant le rapport au danger des jeunes, ils s'offrent l'opportunité de faire plus de ventes. Parce qu'en proposant cette vision, la cigarette est un moyen de s'individualiser et de s'affirmer en tant qu'être. Exactement ce qu'on cherche à l'adolescence. Ok, on a l'histoire de la puff, sa stratégie marketing, mais à qui est-ce que ça profite? Déjà, tous les fabricants de puff qui font de très grosses ventes et sont parfois à la tête de très gros trafics. On a par exemple Liquideo en France qui fabrique les formats qui sont les plus connus aujourd'hui. Mais comme tout produit bridé et plus ou moins interdit, il existe une économie parallèle avec des revendeurs. Et ils sont sur TikTok. Il y a des comptes dédiés aux puffs où ils vous proposent de les DM en message privé pour passer votre commande et vous recevez tout chez vous. Et cette économie parallèle avec les revendeurs va continuer de croître parce que le 26 septembre 2024, la Commission européenne a interdit la puff en France. Mais le mal est déjà fait. Même si les puffs sont interdites sur le territoire, des milliers de personnes y sont déjà addictes. Et les grands gagnants sont l'industrie du tabac. Parce que dans tous les cas, même si la puff ne se faisait pas interdire, ils savaient très bien qu'ils allaient récupérer les consommateurs de ces produits. Parce qu'à un certain âge, les gens n'ont plus envie de fumer de la pastèque et ils se dirigent vers des trucs plus adultes, comme le tabac. Des études ont révélé qu'une exposition prématurée à la nicotine augmente considérablement le fait d'être addict une fois adulte. Tout était calculé, car même si vous avez fumé une puff sans nicotine, le simple fait de faire le geste développe des connexions neuronales qui habituent votre cerveau. On appelle ça le rituel du geste. Vous l'avez compris, la puff est juste une porte d'entrée vers le tabagisme. Mais moi, il y a une question qui m'est venue en tête, c'est pourquoi on interdit tout simplement pas le tabac? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Parce que c'est trop rentable. La vente de paquets de cigarettes et tous les produits liés rapportent 15,4 milliards de dollars à l'État français. Donc impossible de s'en passer. En plus, l'État bride déjà les fabricants en les obligeant à mettre des images dégueulasses sur leurs paquets de tabac. La France joue à ce qu'on appelle un jeu d'équilibre. Ils s'arrangent pour que les taxes qu'ils perçoivent de l'industrie soient supérieures à l'argent qu'ils dépensent pour soigner les victimes. À ce niveau-là, tout est une question d'argent. Mais la France n'est pas à blâmer parce que le reste du monde fait pareil et nous, on en profite. L'argent du tabac sert à payer les frais médicaux, le chômage, la recherche scientifique et la lutte contre le cancer. Il y a des trucs qu'on ne peut pas cautionner, mais d'un autre côté, cet argent nous permet de vivre en sachant que si on tombe malade, on a les moyens de se soigner. Certes, c'est horrible, mais c'est comme ça que tourne le monde. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez vous abonner et je vous dis à la prochaine.